Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Adolescent-adolescence. Une crise de l'indifférenciation. Si le terme adolescent renvoie à la notion de sujet psychologique ou social et à son statut, adolescence renvoie à l'idée d'un processus ou d'une période et à leur spécificité. Sujet et processus sont à considérer comme objets et produits de culture. Ajoutons aussi que les interdits et les rituels sont à l'origine et l'essence de la culture humaine. Un lien entre le biologique et le culturel ? L'adolescence se positionne corrélativement sur les deux registres du biologique et du social. C'est le rapport de cet être à l'autre et à la société qui est fondamentalement posé. Les 10 nouveaux phénomènes afférents à l'adolescence sont d'abord des constructions culturelles, c'est-à-dire une certaine manière d'appréhender les relations, le psychisme, le corps et la manière d'en parler. Ce que nous argumentons de l'adolescence, ce que nous avançons comme faits qui y sont attachés, ne sont que les résultats de notre focalisation sur des éléments choisis qui nous apparaissent essentiellement incontournables, sur des événements qui nous font réagir émotionnellement très fortement et souvent sans retenue. Nous sommes saisis par ce phénomène d'attribution et d'association notionnelle. Classe, 1991, affirme que l'insertion progressive au sein de la société constitue le fait central de l'adolescence et ne doit pas être confondue avec le développement pubertaire. L'adolescence existe-t-elle dans toutes les sociétés humaines ? Monsieur Cadoret 2003 parle du paradigme adolescent. Penser l'existence de l'adolescent tire sa pertinence de l'altérité fondatrice. Nous pouvons penser que l'adolescence apparaîtrait quand les rites d'initiation disparaissent, ceci ayant pour fonction de marquer le dépassement de l'enfance et faciliter le passage à l'âge dit adulte. Il faut rappeler que les rites n'ont jamais d'autre but que la différence et l'ordre. Ils ont une fonction essentielle d'ordre institutionnel et sociétal. Chez les garçons, 3 étapes sont souvent distinguées dans ces rites, un rituel de séparation du statut d'enfant, un rituel jouant la transition, et un rituel d'agrégation à la société des adultes. Cette succession de 3 phases témoigne classiquement de 2 dimensions psychologiques, la résolution des conflits oedipiens et l'attribution de l'identité sexuelle. Le rite permettrait, autant à l'adolescent qu'à l'adulte, de mettre à distance les fantasmes incestueux, d'éviter une rivalité agressive à l'encontre des parents, de dépasser des sentiments ambivalents de haine et d'envie à l'égard de ceux-ci, et ainsi permettrait une régulation structurée des angoisses de l'existence. De Marcelli et à Braconnier évoquent l'adolescence comme une notion complexe se caractérisant par d'importantes transformations somatiques, rapprochant l'enfant de l'homme ou de la femme au plan physique alors que les contraintes et les conventions sociales le maintiennent encore dans son statut antérieur. L'adolescent se trouve dans une position de déséquilibre global qui peut être qualifiée par l'expression « crise de l'adolescence ». Il existe cependant un décalage parfois important entre ces 2 temps, celui du corps devenu adulte et celui du statut social de la personne adolescente. Dans la conception de l'adolescence comme période intermédiaire, 3 changements majeurs sont classiquement repérés: l'évolution pubertaire, les relations avec les parents et la conscience de soi. Ces 3 changements sont des marqueurs des principes d'autonomie, d'individuation et d'identité. Le développement physiologique est selon H. Rodriguez-Tom lisible par les indicateurs que sont la poussée staturale, le développement des organes génitaux avec les caractères sexuels secondaires, et l'âge d'apparition des premières règles chez la jeune fille ou la première éjaculation consciente chez le garçon. Ces développements ont un effet évident en suscitant de nouveaux intérêts, de nouvelles conduites, de nouvelles possibilités comme celle de l'acquisition d'une puissance physique. Dans les changements d'ordre relationnel, l'adolescent prend classiquement de la distance vis-à-vis de ses parents, se constituant une vie affective et sociale en dehors de sa famille. L'adolescence aménage une séparation de lieux et de figures humaines connues. Cependant, quand cette séparation survient dans le réel à l'initiative de l'adolescent ou de structures éducatives, nous pouvons considérer que la séparation de corps n'a réellement les effets escomptés que lorsque la différenciation est déjà en marche, c'est-à-dire lorsque les mécanismes défensifs tels que le clivage et le déni ne se jouent plus, dans la toute-puissance des différents plans de réalité. Il éprouve de plus en plus le besoin de s'associer avec des pairs, ceux-ci pensés comme plus susceptibles de le comprendre. Ces pairs deviennent influents pour les intérêts du présent,
les activités sociales, les normes et valeurs. Ces pairs deviennent des points de référence pour l'évaluation de soi. Enfin, l'adolescence amène des remaniements dans la définition de soi, avec de nouveaux moyens cognitifs de se penser et de penser aux autres. Un repositionnement social apparaît porté par une réflexion philosophique sur son existence, sa place, une vision de la société. Une réédition oedipienne. L'adolescent n'est plus, et ne veut plus être l'enfant qu'il a été. Il n'est plus seulement le fils ou la fille de, dans la mesure où l'accès à la sexualité le conduit à son tour à être géniteur ou génitrice. Il peut lui-même être père ou mère. D'ailleurs, les grossesses adolescentes inquiètent et mobilisent fortement les acteurs sociaux. Son roman familial, en tant que scénario imaginaire, se trouve réactualisé par son inscription dans une nouvelle strate désirante avec de nouvelles rivalités de désir. Cette crise adolescente, souvent évoquée d'un point de vue dynamique, indique plusieurs modifications, au niveau subjectif, sociologique et de la filiation, qui plongent l'adolescent dans une situation vulnérable nouvelle, voire dans une situation de risque. Pour l'illustrer, Péguton parle du risque pubertaire. Les approches psychanalytiques de la crise de l'adolescent mettent en exergue deux principes structurants: l'actualisation du complexe d'Œdipe et le désinvestissement des relations d'objets infantiles. P.A. Raoult évoque l'adolescence comme un travail de différenciation visant l'exigence interne d'une pensée propre, l'appropriation du corps sexué et une désaliénation du pouvoir de l'autre. Cette dynamique de différenciation tente de restituer le sujet humain comme pleinement auteur, et simplement acteur d'un jeu de désir pris dans une focalisation mimétique des relations vers des objets que l'adolescent mais aussi l'adulte doivent reconnaître partagés. Si certains objets du jeu désirant sont nouveaux pour l'adolescent, le principe même de ce jeu est omniprésent dans la vie fantasmatique de l'enfant. La psychanalyse parle de déplacement d'objets, d'identification nouvelle. L'adolescence correspond à une réédition des processus psychiques maturatifs de la petite enfance, réédition, qui, selon Freud, ne signifie pas répétition à l'identique. D'après H. Le Hall, la problématique oedipienne se trouve réactivée parce que l'appareil psychique qui doit assurer les nouveautés et les pulsions de l'adolescent serait l'héritier de la phase oedipienne, la recherche de l'objet se faisant alors toujours selon une problématique oedipienne. La crise d'adolescence serait une crise de développement, contraignant le sujet à des réorganisations psychiques et sociales. E. Kestenberg, 1980, a décrit le lien entre les identifications oedipiennes et la recherche d'une identité pendant l'adolescence, au travers de la réalisation pulsionnelle. Il remarque que le rejet brutal des idéaux et des images parentales est une défense qui correspond en même temps, inconsciemment, à une blessure narcissique et à une dévalorisation personnelle puisque l'individu s'était lui-même constitué selon ses idéaux et ses images parentales. L'adolescent va soit valoriser ses parents tout en se dévalorisant lui-même, soit s'interdire d'exister pour lui-même car dans ce cas, il se situe en rival oedipien. L'adolescence correspond à un désinvestissement des relations d'objets infantiles. Selon les périodes, l'adolescent systématise ce désinvestissement, les objets infantiles risquant de devenir persécuteurs ou harceleurs pour lui-même. Accepter la perte des objets infantiles ne se fait pas sans difficulté. Témoin du conflit interne entre la prise de distance et la relation de dépendance à l'égard des parents, des attitudes de repli et de conflit peuvent alterner avec la recherche de proximité, de confidentialité, d'attention portée aux soucis des parents. La famille se montre parfois déconcertée par cette labilité de la position adolescente, faisant notablement émerger de la méfiance, de la suspicion, du désarroi, voire un sentiment hostile. Les nouvelles hostilités et rivalités peuvent être douloureusement vécues comme destructrices, pour les parents eux-mêmes. L'adolescence induit des relations fortement tendues au sein de la famille. L'adolescent oscille, selon Cavarga, entre deux modèles identificatoires qu'elle nomme le rossignol et l'oiseau mécanique, avec cette particularité qu'il n'invente rien. Elle ajoute que dans une pure imitation il parvient à subjuguer. Le processus mimétique structure ainsi les dynamiques identificatoires. Dans ce jeu de violence mimétique, nombreuses sont les occasions d'expression sociale de la conflictualité,
telles les sorties entre amis, les sorties nocturnes, les fréquentations, les contestations des règles familiales, l'orientation scolaire et professionnelle, etc. Cette expression est soutenue par l'œuvre désirante de ces pères adolescents. Selon Litz, la violence de la révolte est souvent une mesure de la pression nécessaire pour vaincre les liens qui unissent l'adolescent aux parents plutôt que l'indice de son hostilité à leur égard. L'adolescent se retrouve dans l'ambiguïté d'un héritage à conquérir, conquête menée dans une apparente contradiction à la fois par une rupture et par une reconnaissance, c'est-à-dire par un double mouvement d'agressivité et d'amour, pulsion de mort versus pulsion de vie. Il s'agit d'accepter de se défaire pour mieux se refaire. Le psychanalyste S. Le Sourd explique que cet adolescent doit à la fois maintenir les acquis identificatoires qui lui ont permis la construction de sa personnalité, tout en se défaisant des liens à ceux qui servirent de modèle d'identification. Une vulnérabilité nouvelle. Chez l'adolescent, les changements opérés dans ce qu'il pense être, veut être et dans les regards et les discours qu'il pense lui être adressés, ne sont pas sans effet sur sa dynamique interne. Il entre dans une période de vulnérabilité nouvelle, figure d'une déstabilisation d'équilibre antérieur. Il oscille entre nostalgie, créativité et libération selon le statut attribué aux objets antérieurs. L'adolescent fait l'expérience du provisoire, de l'incertain. Desmarcelli et Abraconnier parlent du temps des menaces. Ils en repèrent 3, la menace anxieuse, la menace dépressive et la menace addictive. Ces menaces sont une résultante du vécu d'une situation pensée comme inquiétante dans laquelle l'adolescent s'interroge sur la fiabilité de l'adulte, sa capacité à tenir ses promesses émises alors qu'il était plus jeune, comme celle de cette proposition « Tu verras quand tu seras grand ». Crise de confiance, l'adolescence est aussi crise d'assises. Le corps social, les organisations de la société, l'organisation familiale sont-ils en capacité d'accueillir et de soutenir les nouvelles revendications existentielles de l'adolescent ? Évoquant la panne de l'autre, S. Le Sourd souligne que l'adolescence est un temps de solitude face à la défaillance des représentants de l'autre infantile. La crise d'adolescence est envahissante par la violence qu'elle contient et l'angoisse qui s'exacerbe. Elle se donne particulièrement à lire dans 3 champs expérientiels de statuts différents. Le corps conçu et imaginaire, le travail de deuil et le narcissisme. En effet, le processus d'adolescence correspond à une mutation psychologique qui ne peut nier le corps dans son évolution formellement évoquée par l'avènement de la puberté. L'adolescent alterne entre le souhait d'une accélération de cette évolution pubertaire et celui d'y mettre un frein. Le corps adolescent se déforme de plus en plus loin du corps enfantin, pour devenir un corps soumis fondamentalement à une sexualité génitale adulte dont sa fonction reproductrice. Cette mutation corporelle crainte et souhaitée peut être vécue de manière violente par l'adolescent car la perception du corps change aux yeux de celui-ci comme à ceux qui le regardent, ainsi que le souligne Haïm pour qui l'adolescent est un peu comme un aveugle qui se meut dans un univers dont les dimensions ont changé. Pour lui-même, le corps est un élément de référence grâce auquel il mesure l'environnement humain, juge l'autre et le fait interagir. Le corps est aussi un réactif sensible au contexte. L'adolescent, prenant en compte la variabilité de son corps, en teste les apparences. Ainsi, il est mis en valeur, méconnu, aimé ou détesté, source de rivalité ou de sentiment d'infériorité, habillé, déguisé. Le corps est une surface de lecture du jeu d'altérité. L'adolescent ne cesse de tenter de dissimuler les difficultés du rapport interindividuel, au travers du symptôme corporel. Le corps est systématisé comme moyen d'expression symbolique de ses conflits et de ses modes relationnels. Il est présenté au monde, devenant par là une interface et un médiateur entre la vie intrapsychique de l'adolescent et le monde extérieur. Ce corps constitue une trace ineffaçable de l'union même de ses parents, et de son inscription dans une lignée généalogique qui s'impose à lui. Il est trace du désir qui lui préexiste. Les agressions sur le corps telles les scarifications que l'on trouve chez certaines adolescentes, les tentatives de suicide, les tatouages sont autant d'analogons de l'agression contre les parents. Ce corps, vécu à la fois comme familier, bizarre et étranger, le renvoie à la nécessité d'une réappropriation narcissique de celui-ci. Cette réappropriation ne se fait qu'à la condition d'accepter l'antériorité du désir de l'autre, l'antériorité ineffaçable du désir de ses 2 parents,
antériorité qui se décline dans des discours. L'adolescent opère ce travail psychologique de deuil de ce corps d'enfant et de son lien intrinsèque à une position sociale et interindividuelle spécifique. Dans ce deuil de l'enfance, l'adolescent doit accepter de quitter à la fois l'état antérieur d'enfant et les relations parentales qui s'y rattachent, sans d'ailleurs savoir vraiment ce qu'il va en advenir ni ce qu'il va devenir. Il doit quitter les privilèges qui s'y rattachent. Dans ce processus, il se crée un espace de creux, de dénuement, de perte tel que formulé par Françoise Dolto avec le complexe du homard. C'est aussi le deuil de sa dépendance infantile, c'est-à-dire qu'il est amené à reprendre dans une acuité particulière le processus de séparation-individuation décrit par M. Malheur. Pouvant être vécu de façon violente, ce processus est thématisé dans la formule utilisée par les psychanalystes, à savoir la réémergence du conflit oedipien. L'adolescent est saisi dans la rivalité désirante. Il ne peut plus vivre les mêmes relations physiques proximales qu'auparavant, et doit quitter ses objets d'amour parentaux, objets d'amour infantile, pour se définir sexuellement et trouver un objet d'amour extérieur au cercle parental. La flagrance de l'évolution corporelle soutient le processus de différenciation et de séparation engagé dès la prime enfance. Mettant à mort l'infantile dans le sujet, l'adolescent confronté au surgissement du deuil est fragilisé car, selon S. Le Sourd, il se retrouve seul pour soutenir le processus de séparation de l'objet qui nécessite de tuer en soi les traits intériorisés de l'objet perdu. Ce travail de deuil mobilise fortement des contenus imaginaires dont les scénarios sont remplis de thématiques mortifères. Thématique oedipienne où il faut tuer le rival pour posséder l'autre. Thématique narcissique où il faut éliminer les parents pour leur survivre. Ces élaborations fantasmatiques sont évolutives selon l'angoisse. L'adolescent cherche des appuis, des alliances pour soutenir sa position encore instable, hésitante ou provisoire mais annonciatrice d'un nouveau statut qui ne pourra lui être contesté. L'adolescent est pris dans les éléments paradoxaux du temps, d'un temps psychique et d'un temps social qui ne se recouvrent ni dans leur logique, ni dans leur construction symptomatique. La condition d'existence de l'adolescent, son actualité renvoie de manière insistante à une suspension dans un état d'attente, dans une appréhension du temps au conditionnel mais aussi au futur antérieur avec cet idéal rémanent, celui de ne pas rester adolescent. Le paradoxe de l'adolescent peut se formuler comme ceci: devenir en perdant ce qu'il est, ou trouver un objet d'amour en perdant ce qu'il a, paradoxe correspondant aux deux paradigmes psychologiques majeurs de l'adolescent que sont la différenciation et la séparation. Une crise de l'indifférenciation. L'adolescent est convoqué, voire assigné, à une place afin d'y occuper une figure humaine déjà bien connue des adultes. C'est l'écart à cette place qu'il s'aménage qui inquiète les adultes. En contre-dépendance des identifications familiales, il peut adhérer à une figure faisant modèle externe comme celle d'un artiste, d'un personnage politique, d'une idéologie. Dans cette dynamique de différenciation, en contradiction avec la famille, l'adolescent s'identifie parfois totalement à des pairs au risque de se confondre avec eux et au risque de creuser un vide, d'autant plus important que la personnalité n'est pas bien limitée et l'adolescent mal différencié. À l'inverse, dans une recherche identitaire, les adolescents tendent aussi à se différencier les uns des autres, à différencier leur bande de celle des autres. Jouant une différenciation de son cadre familial, en s'identifiant pleinement à une figure autre, en adhérant parfois sans retenue à la position désirante de l'autre, il s'indifférencie de cet autre et nie par là son propre désir. L'entrée pour certains dans le processus addictif est une issue trouvée à cette crise de l'indifférenciation. Les problèmes psychologiques spécifiques majeurs de l'adolescent correspondent essentiellement aux 5 questions que sont la séparation fortement induite, la frustration réitérée, l'évaluation omniprésente, l'insistance du respect des normes, l'incitation à l'acceptation de l'aide contrainte pour toute difficulté repérée faisant anomalie déclarée. Ces aléas psychiques d'une élaboration identitaire et existentielle, posés sur une scène publique, sont faits de reniement, de déception, de plaisir. Ceci se joue entre les deux figures majeures sujet-éducateur, et propose souvent des figures de substitution. Deux risques peuvent alors apparaître. Le premier est celui de réduire le jeune à l'enfant en lui attribuant par exemple la position de victime objet de toutes les attentions et de toutes les excuses, ou d'auteur avec la peine réparatrice qu'il doit opérer,
Le second étant de réduire le jeune à la discipline d'un dispositif ordonné, programmé, c'est-à-dire en ne considérant plus que ses droits et ses obligations au détriment de sa subjectivité. Face à ces deux écueils, l'adulte oscille entre ces deux positions de réassurance et de protection envers lui. L'adulte, dans sa position d'éducateur, lui rappelle sans cesse son lien référencé à sa famille alors qu'il cherche compulsivement à s'en différencier sans la nier. Il lui rappelle également les limites de toute velléité de différenciation trop marquée, trop marginale, mal tolérée, en lui indiquant le code juridique comme étalon légitimant toute sanction à différenciation non normée. Le sujet adolescent prend conscience de la faculté d'interprétation ou de prise de pouvoir de la part de l'adulte. Le risque d'une position adulte est de psychotiser le principe même de différenciation en figeant ses principes dynamiques. L'adulte s'octroie ainsi cette faculté à intervenir dans cette crise adolescente de l'indifférenciation, plus au travers d'allégations de construction sociale non encore émergées, qu'en se positionnant comme simple sujet psychologique en résistance. L'adolescent est régulièrement désigné comme celui qui risque de causer des troubles. Il est présenté comme acteur violent des difficultés de la société, mais aussi comme un incontournable ayant une fonction rédemptrice du monde adulte. Les manifestations d'étudiants ont régulièrement un soutien positif dans la population. Les revendications étudiantes et lycéennes jouent entre autres le rôle d'exutoire à des adultes qui n'osent plus avancer les leurs. Outre le recours aux droits et aux figures primaires d'attachement, la dynamique sociétale explore et systématise les rites afin de réguler les aléas conjecturels de mouvements qui pourraient devenir paroxystiques. Les exacerbations d'une crise différenciatrice sont contrôlées par les rites. Ce sont les rites qui rejouent le meurtre de la victime émissaire et restituent la paix dans un groupe social redevenu différencié. R. Girard estime qu'il faut admettre que l'endiguement des forces mimétiques par les interdits. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.